Bonjour à tous. Alors, hier, je vous ai fait une vidéo sur les avantages de la mondialisation agricole. Donc, je vous ai expliqué pourquoi l'autosuffisance alimentaire menait à la famine, en tout cas au-delà d'un certain seuil. L'autosuffisance alimentaire, ça a l'avantage d'apporter du qualitatif, ça a divers avantages, du lien de recréer du lien social dans la collectivité. C'est au-delà d'un certain seuil critique qu'en cas de pénurie, on n'arriverait pas à compenser et donc ça générerait la famine. Maintenant, il faut parler des inconvénients de la mondialisation agricole, de ses conséquences, parce que on entend tout et n'importe quoi. Et évidemment, c'est facile d'attaquer les multinationales qui soi-disant se sont appropriés le marché. On a tous vu le machin la Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, qui est gavé de biais cognitifs, de raccourcis simplistes, de propos bien populistes. Et en fait, c'est facile, mais c'est pas forcément vrai. Hein. C'est pas forcément vrai. Je ne dis pas que les multinationales n'ont pas un appétit d'ogre, hein. C'est pas ça. Je dis que c'est peut-être pas forcément elles qui prennent tout, c'est peut-être aussi nous qui le leur laissons. Donc c'est peut-être que si on arrêtait de leur laisser le marché, elles en auraient moins. C'est juste comme ça, hein. On est aussi là, nous. Il n'y a pas que les multinationales, hein. C'est pas elles qui dirigent le monde, c'est pas elles qui contrôlent le monde, c'est pas elles qui consomment ce qui est produit avec leur fourniture. Et donc, la conséquence de la mondialisation agricole, c'est la standardisation. C'était une contrainte, j'en ai vaguement parlé hier, c'était une contrainte parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir une énorme diversité dans la logistique mondiale globale. Ce serait une folie, quoi. Je veux dire, on peut pas avoir des quantités de silos pour chaque variété. On peut pas, c'est pas possible. Ça veut dire il faut du blé, du maïs, du tournesol, du colza. Voilà. Donc du coup, forcément, ça standardise. Alors on peut avoir diverses variétés en fonction du climat dans lequel on vit. Voilà, mais c'est des variétés qui doivent répondre à un certain cahier des charges pour pouvoir être mélangées avec les autres, parce qu'elles doivent y correspondre. Quelle que soit la variété, elle doit être assimilable aux autres. Elle ne doit pas se différencier. Et donc, ça crée une perte de biodiversité massive qui fait qu'on a une universalité du blé, une universalité du maïs. On a du blé dur pour faire de la semoule, on a du blé tendre pour faire du pain, on a du maïs pour faire du biocarburant, du maïs fourrage, du maris pour faire pour l'industrie chimique, pour l'amidon, voilà. Et donc ça fait que on a perdu 80%, même peut-être probablement 90% de la diversité au sein des espèces dans l'alimentation. Alors on a gagné au XXe siècle, on a multiplié par 15 les aliments qu'on consomme. Même moi quand j'étais gamin, j'allais sur les genoux du Père Noël pour lui dire comme j'avais été sage, et puis je recevais une clémentine ou une mandarine avec 3 cacahuètes. À l'époque, c'était encore relativement luxueux. Ma mère m'achetait de temps en temps une orange ou une banane. Je veux dire, c'était rare, hein. C'était pas comme aujourd'hui, on fait notre plein d'oranges, de bananes, de machin. Et mon grand-père me racontait que quand il était gamin, son budget, il gagnait 14 francs par mois. Et il en mettait 4 de côté pour s'acheter des godasses, 2 de côté pour le coiffeur, 2 de côté pour ses déplacements pour aller travailler. Je veux dire, c'est voilà, faut imaginer quoi. Je veux dire, hein, c'est le monde il a évolué. Hein. Alors là, maintenant, on a un florilège d'alimentation qui viennent du bout du monde. La diversité de l'alimentation est beaucoup plus considérable qu'à l'époque.
mais la diversité au sein des espèces est beaucoup plus faible, et ça fait qu'on a perdu des tas de possibilités pour du pain et consorts, et la boulangerie aujourd'hui a dû évoluer pour pouvoir créer des pains diversifiés, en mélangeant de la farine de haricots, de la farine de maïs, voilà, on nous fait des spécialités, alors qu'avant il y avait des pains qui pouvaient provenir de diverses variétés de céréales panifiables, et ça donnait des variétés de pain. Ça n'existe plus, c'est une diversité qu'on a perdue. Et fatalement, eh bien, c'est ce qui a érigé les multinationales en compagnie centrale pour la fourniture des semences. Et donc, on considère qu'elles se sont appropriées le monde. Mais il faudrait se poser la question pourquoi c'est le cas. On entend partout que c'est le catalogue qui a été créé pour pouvoir leur permettre de s'approprier le marché. Et c'est complètement absurde. Le catalogue de semences européen, alors nous on a un catalogue de semences européen, mais il y en a un aux États-Unis, hein, il y en aura un en Afrique, hein, a été créé au début du siècle, non pas pour que les multinationales puissent s'approprier le marché, mais pour que les semences qui y figurent soient documentées, c'est-à-dire que pour que le paysan connaisse ce qu'il cultive, et puisse espérer avoir une récolte la plus prévisible possible, la plus stable, parce que certaines variétés peuvent être délicieuses et puis ne produire qu'une année sur 3. Hein. Voilà. Donc là, on a créé le catalogue de semences où le paysan pouvait pougner et sélectionner la semence qu'il voulait en fonction de ce qu'il cherchait à obtenir, et donc en ayant ainsi un minimum de qualité mieux garantie. Puis la population s'est multipliée, elle a doublé 2 fois, hein, quasiment doublé 2 fois au cours du siècle. Et comme la terre n'est pas extensible, la surface agricole n'est extensible que par le déboisement, mais il n'y a pas plus de continents qu'il n'y a de continents. Alors on commence à envisager de cultiver les océans, hein, mais je veux dire, voilà, on ne peut pas étendre comme ça les territoires. Donc il s'agit qu'ils aient un minimum de production, et on a rendu le catalogue obligatoire dans les années 70. Obligatoire, ça signifie que pour commercialiser la production, elle doit être issue d'une semence inscrite dans ce catalogue. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors en fait, première remarque qui est fausse, c'est ce qui est dans le catalogue n'appartient pas aux multinationales. Non, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui appartiennent environ le tiers du catalogue appartient à des multinationales. Sur 75 000 entrées, il y en a à peu près 25 000 qui sont de multinationales. Ça signifie que 50 000 ne le sont pas. Donc voilà, alors ça peut être des compagnies plus ou moins importantes, mais ça peut être aussi des individuels. Donc ça c'est la première des remarques. La deuxième des remarques, c'est que on pense que l'agriculteur n'a pas le choix, puis qu'il cultive les multinationales. Non, l'agriculteur, il a le choix. Il cultive absolument ce qu'il veut, sans exception. Simplement, il ne peut pas mettre sur le marché, il ne peut pas commercialiser sa production si elle ne vient pas du catalogue. Contrairement à ce qui est prétendu, si un agriculteur veut cultiver une variété qui n'existe pas dans le catalogue, il peut. Seulement, il ne pourra pas la mettre sur le marché. C'est-à-dire que ce qu'il va devoir faire, et puis il ne pourra pas revendre la semence. C'est-à-dire que ce qu'il va devoir faire, c'est la fournir à celui qui la lui a commandé. Par exemple, le boulanger du coin qui voudrait une variété spécifique, il va voir l'agriculteur, voilà, j'aimerais que tu me cultives ça. L'agriculteur le lui cultive, il n'y a aucun problème, seulement ça ne rentrera pas dans le programme de la PAC.
C'est-à-dire qu'il va devoir sortir les terres qui seront cultivées du programme de la PAC. Il ne sera pas subventionné pour ça, parce qu'il ne correspondra pas à ce schéma de globalisation de la production. Mais il en a parfaitement le droit, puis le boulanger lui achète la production pour faire son pain. C'est une commande, c'est pas une mise sur le marché. C'est pas comme s'il achetait de la semence non homologuée, non déclarée, puis qu'il allait vendre son blé au marché. C'est pas pareil. Ça, c'est interdit. Donc déjà, ça c'est une chose, excusez-moi, c'est une chose qu'il faut comprendre. L'agriculteur cultive absolument ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Simplement, il y a eu un système agricole qui a été mis en place. Aujourd'hui, c'est la PAC, la politique agricole commune. Et la PAC exige que ce que produisent les agriculteurs en échange de cette PAC, ça corresponde aux besoins de l'ensemble. Et donc, à partir de là, voilà, on ne va pas subventionner pour que chacun puisse faire n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va prendre l'exemple type qu'on nous resserre tout le temps. C'est vraiment l'exemple avec le grand E de la tomate. On nous dit, là, vous savez, la fameuse tomate charnue là qu'on trouve chez Intermarché, avec une peau bien épaisse pour être sûr qu'elle soit bien protégée. Il n'y a pas de chair, il n'y a que de la flotte, elle n'a pas de goût, elle a un goût de verdeur. En fait, elle a plutôt le goût de sa rafle que le goût de tomate. Vous mettez 2 kilos de tomates dans un sac en plastique, vous sentez dans le sac, ça sent pas la tomate. Il n'y a pas d'odeur. C'est la tomate type hybride F1. Alors, petit aparté, hybride F1 ne signifie pas que ça vient d'une multinationale. Hein. Les maraîchers, on a inventé la hybride F1 au début du siècle, hein, c'est vieux. Hein. On a toujours hybridé. Les premiers hybrides datent de 5000 ans. Hein. C'est de la technique de culture. Hein. C'est pas, et le fait que ce soit stérile, découlant de l'hybridation, ça date d'il y a 5000 ans. Il y a certaines variétés de pêche, d'abricots qui ont été hybridés en Chine ou en Égypte et qui donnent des stériles. Ça n'a absolument rien à voir. Et le fait que ce soit F1, ça signifie simplement qu'on aura la qualité attendue qu'à la première récolte. Donc si les graines ne sont pas stériles, si vous les replantez, ça signifie pas, vous avez un taux de reproductibilité variable. Alors certaines F1, vous les replantez, puis ça vous redonne la même chose, d'autres, ça vous avez un autre produit, quoi. Voilà, c'est juste ça. F1, ça veut simplement dire que c'est la semence que vous avez semée qui sera garantie pour vous donner ça. Après les suivantes, eh ben, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les multinationales. Hein. Les jardiniers font ça depuis toujours. Voilà. Bon. Fin de l'aparté. Et donc revenons à notre tomate. Si charnue, si belle, si répugnante. Qui va très bien avec notre mozzarella fade. Une tranche de tomate à cratopège, une tranche de mozzarella fadasse sans goût qui pue, c'est une tranche de tomate à cratopège, une tranche de mozzarella, voilà. Puis après là-dessus un peu d'huile d'olive extra vierge sans olive, issue d'on ne sait où, et puis un peu de foin, là, des herbes de Provence séchées. Et voilà, puis on a un bon apéro, hein. Eh bien, cette tomate, tout le monde la cultive. Tout le monde la cultive. Ça ne veut pas dire que les multinationales ont possédé le marché. Figurez-vous que dans le catalogue, il figure pas moins de 3842 variétés de tomates. 3842 variétés de tomates. Et tout le monde cultive celle-là. Même le maraîcher du coin, là, la map de mon coin, je vais au marché, je vois qu'ils ont cultivé celle-là, ils vendent des plants de celle-là. Voilà, c'est la map du coin, ils vendent ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même pas de la faute aux multinationales. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi pourquoi le maraîcher du coin ne cultive pas plusieurs centaines de variétés qui figurent dans le catalogue, qui sont des variétés anciennes, ou une des plusieurs centaines de variétés qui sont des jolies variétés rustiques, avec des couleurs, avec du goût, avec de l'odeur, voilà. Et donc, on pourrait se demander aussi pourquoi les agriculteurs ne cultivent pas d'autres variétés mieux valorisées. Alors, ils perdraient la PAC, mais ils ont la production de meilleure valeur pour s'entendre avec le boulanger.
Pourquoi on n'a pas toute cette dynamique qui est perdue? Alors, là, les réponses sont diverses. La première des réponses, c'est qu'on manque de cette autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que la mondialisation agricole a fait qu'on a tout mondialisé. Maintenant, quand on achète une courgette au magasin, la courgette, ça pousse très bien chez nous. Il n'y a rien qui justifie qu'elle vienne d'Espagne. Et pourtant, tout vient d'ailleurs. Et ça, c'est une erreur, ça sert à rien. Parce que je vous disais dans la vidéo précédente sur la mondialisation que il ne faudrait pas dépasser le tiers de l'autosuffisance alimentaire. Mais le tiers, je veux dire, ça fait un bout. 75% de notre alimentation, c'est des céréales. Ça fait que que dans le maraîchage, on pourrait déjà produire un peu quand même de quoi manger local. Donc, il y a un moment donné, faudrait redonner d'abord de cette autosuffisance alimentaire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cette autosuffisance. Parce que ça ramène la possibilité d'avoir des variétés différentes. Ça redonne du lien social, l'autosuffisance alimentaire aussi. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux producteurs. Les producteurs s'intéressent à la population s'intéresse aux commerçants. Donc ça fait que ça crée une émulation, pas forcément économique, la question n'est pas là. Alors économiquement c'est simple pour le territoire, mais ça crée surtout une émulation sociale qu'on a perdue. Ça recrée du lien. Mais surtout, les multinationales, elles proposent quelque chose de facile. Il n'y a pas besoin de savoir cultiver. Ça paraît fort, c'est un terme fort, ce que je vais dire là, mais 98% des agriculteurs ne savent pas cultiver. Allez, 95%, je ne veux pas insulter trop d'agriculteurs. Mais ils ne savent pas cultiver, ils savent respecter un mode d'emploi qui est indiqué là, voilà. Alors, vous prenez la semence machin, vous la semez à telle date, ensuite vous traitez avec ça, vous traitez avec ça, vous traitez avec ça, à telle date vous récoltez, vous pouvez espérer tant, voilà. Et puis, la multinationale, elle offre des garanties. C'est-à-dire que vous avez des garanties de productivité. Si vous avez tout respecté le catalogue, on va vous indemniser d'une façon ou d'une autre. Alors elle va vous redonner la semence, on va vous envoyer un ingénieur agronome pour chercher le problème, etc., etc., etc. Mais vous avez des garanties. Si vous prenez une semence d'un petit semencier quelque part, il n'a pas les moyens de vous fournir cette garantie. Et donc ça fait que si vous arrivez une tuile, ben vous êtes seul. Voilà. Alors que les grands semenciers, mais ils se défoncent, ils vous envoient des spécialistes qui viennent analyser les sols gratuitement. C'est pas, on vous abandonne pas, c'est pas vrai. Ils organisent des conférences, etc. Et donc ça fait que l'agriculteur moyen, à qui on a juste appris à manier son tracteur, à répondre aux maladies, à répandre les traitements grossièrement, lui il va s'intéresser à ça parce que c'est facile. Parce que cultiver avec un grand C, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir votre semence en fonction de votre sol, etc., 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 c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, il faut être agronome. Pas paysan, il faut être agronome. Et donc, les multinationales se substituent en compétences aux agriculteurs, et dont certains sont des gens qui n'ont jamais été en contact avec l'agriculture, qui ont fait 2 ans d'école d'agriculture, et puis point barre, voilà, c'est un métier fantastique, c'est un métier fabuleux, et vous ne pouvez pas acquérir les compétences nécessaires à la culture en 2 ans, c'est pas possible. Et donc ça fait que les agriculteurs sont les seuls à penser que c'est eux qui devraient avoir le contrôle des cultures. En réalité, ils l'ont. Quand on nous dit que l'écologie, la solution, ce serait que les agriculteurs décident librement, mais ils décident librement. Ils peuvent tout faire. Ils n'ont pas de contraintes, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est que s'ils veulent mettre sur le marché leur production, la semence doit figurer dans le catalogue. Mais nom d'un chien, il y a 75 000 entrées dans ce catalogue. Ils vont bien trouver quelque chose qui va leur plaire quand même. Faut arrêter, faut arrêter les conneries. Faut arrêter de penser que l'agriculteur, il est contraint à 3 semences fournies par Monsanto, par Bayer, par BASF. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Rien que pour le blé, il y a, je sais pas, 35 variétés de blé. Il y a une douzaine de variétés d'orge. Il y a des tas de possibilités, dont des variétés anciennes, très anciennes, qui sont maintenues soit par des organismes, soit par des semenciers parce qu'elles sont toujours productives. Parce que c'est ça le catalogue. Il faut maintenir l'inscription, donc il faut payer
faut payer une redevance pour la maintenir dedans. Et donc, certaines semences qui ne sont plus intéressantes, ben, on les laisse tomber. En l'occurrence, et d'ailleurs, il faut noter que, contrairement à ce qui est prétendu, si vous êtes un petit producteur, la loi facilite l'inscription. C'est pas vrai, il n'y a pas besoin que votre semence passe par un puissant organisme qui va la tester, ça va coûter des centaines de milliers d'euros, des machins. Non, c'est pas vrai, ça va vous coûter environ 700 euros. Il y a un petit cahier des charges, vous allez devoir fournir 2 ans de suivi de culture, donc pour pouvoir documenter clairement la semence, et ensuite vous allez payer quelque chose comme 300 balles par année. Donc c'est complètement réaliste, et un certain nombre de variétés dans le catalogue sont du fait d'un maraîcher breton qui a créé sa variété de tomates ou de choux, et voilà, il a protégé dans le catalogue. Il a obtenu son COF, hein, certificat d'obtention végétale, et il vend sa semence. Voilà, ça lui fait un revenu latéral. Ça existe, il y en a, et pas qu'un peu. On parle de milliers de semences, hein, qui répondent à ce critère, hein, des gens qui ont mis, alors ça peut être des pommes, ça peut être des tomates, ça peut être, voilà. Et il y a tout ça. Donc c'est pas vrai, la diversité elle existe, hein, et tout le monde produit ce que proposent les multinationales, parce que c'est facile, puis parce que c'est garanti. Pas parce que le catalogue interdit de cultiver autre chose, parce qu'il y a tellement de variétés dans le catalogue qu'en réalité on pourrait faire des tas de choses. Par ailleurs, vous noterez que tant que vous êtes profane, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. On est profane jusqu'à 250 kilos par mois. Jusqu'à 250 kilos par mois, on n'est pas un jardinier professionnel, on est un profane. Et là, on fait ce qu'on veut. Vous cultivez n'importe quelle graine, vous les achetez à Cocopelli, hein, qui produit une semence. L'avantage, c'est d'avoir une certaine diversité. Il y a des graines qu'on aurait de la peine à trouver ailleurs. Alors, Cocopelli sont ce qu'ils sont, mais ils sont incontournables. Et puis, vous pouvez produire des trucs de folie, et vous pouvez même les vendre, si vous voulez, en tant que particulier. Voilà, c'est jusqu'à 250 kilos par mois, vous faites ce que vous voulez. Donc ça laisse de la marge quand même, et ça favorise la biodiversité. À noter qu'une loi européenne est passée qui autorise les agriculteurs bio à s'échanger les semences. Alors ils ne peuvent pas les mettre sur le marché, ils ne peuvent pas devenir semenciers, mais ils peuvent cultiver des semences ne figurant pas au catalogue, et ils peuvent se les échanger librement pour favoriser la diversité et stimuler l'agriculture bio. Voilà. Donc tout n'est pas aussi restrictif que ce qu'on dit. Il faut arrêter d'entendre tous ces simplismes, tous ces populismes. C'est pas vrai. Le catalogue européen, il est accessible dans chaque pays. Il n'y a pas un catalogue européen. Le catalogue européen, c'est l'amalgame de tous les catalogues. Je ne pourrais pas vous donner un lien sur le catalogue européen des semences, parce qu'en réalité, il y a un catalogue par pays. Et donc, il faut chercher le catalogue de chaque pays. Mais dans toute l'Europe, vous pouvez cultiver toutes les semences qui figurent dans un des catalogues européens. Donc, ça veut dire si la semence ne figure pas dans votre catalogue, vous la trouvez dans le catalogue tchèque, c'est bon, ça passe, hein, c'est légal, hein. Et c'est ça qui fait qu'il y a environ 75 000 variétés qui sont inscrites au catalogue européen des semences. Et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis donc, si vous avez une question, vous la mettez en commentaire, j'essaierai d'y répondre, voilà, c'est tout. J'essaierai même de vous trouver des arguments, c'est pour vous prouver m'aider. À bientôt.